Vous pensez que l'IA menace votre carrière? Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, car au moins, nous saurions d'où vient le danger. En réalité, il y a 5 catégories de risques qui pourraient nous rendre obsolètes cette année, et l'IA n'est que la partie visible de l'iceberg. Je vous propose de rester avec moi et je vais vous présenter ces catégories, et pour chacune d'entre elles, vous donner une action à mettre en place immédiatement pour vous rendre antifragile et protéger votre carrière de l'avenir et faire face aux faubourgs. L'IA et l'automatisation étaient dans les pensées de Louise alors qu'elle traversait sans s'arrêter le péage automatique qui a remplacé tous les guichetiers du péage sur la route de son week-end en Normandie. Alors, pour elle, c'est plutôt une bonne chose car ça lui fait gagner au moins 2 bonnes minutes sur son trajet. Elle a tout de même une pensée fugace pour ceux et celles qui ont sans doute perdu leur job à l'hôtel de la technologie. Et par association, une question lui vient. Est-ce que, elle aussi, pourrait être remplacée par une automatisation ou l'IA? Alors, elle se rassure aussitôt, aucun risque. Elle a 34 ans, elle est chef de projet marketing dans une entreprise de services. Et son quotidien, c'est coordonner des campagnes, gérer les prestataires, piloter des budgets et briefer les créatifs. Bref, elle ne peut pas s'empêcher de penser alors, avec un peu condescendance quand même, qu'elle n'est pas guichetière, elle pilote des projets stratégiques et des égos de clients. Elle arrive finalement à destination, mais le sujet n'en a pas fini avec elle. Le soir même, cette pensée revient. Alors qu'elle scrolle sur Insta en écoutant distraitement la télé, elle entend l'interview d'une salariée victime de l'IA. J'ai perdu mon travail à cause de l'intelligence artificielle. Sophie Monéger est l'une des premières victimes en France de l'intelligence artificielle. Bien sûr, Louise trouve ça triste, peut-être même un peu inquiétant, mais ça ne la concerne toujours pas. Son job, c'est d'organiser, de planifier, de coordonner, pas de produire des visuels à la chaîne ou d'écrire des slogans. Donc de nouveau, elle se rassure, elle est à l'abri, c'est elle qui tient la feuille de route, pas l'IA. Mais voilà, en rentrant de vacances, grosse surprise, sa direction marketing annonce le lancement d'un projet pilote avec HubSpot couplé à ChatGPT et à Canva Studio Magic. L'objectif, que chaque commercial puisse créer ses propres campagnes, ses propres newsletters et même des visuels prêts à l'emploi sans avoir à passer par l'équipe marketing. Et là, même si ce n'est qu'un test, Louise n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre que son entreprise pourrait bientôt avoir besoin de moins de chefs de projet marketing. Et ce matin-là, Louise n'a pas ressenti la peur d'avoir manqué une information importante. Vous connaissez le FOMO. Non, parce que là, elle est bien au courant. Merci. Elle venait de découvrir la peur de devenir obsolète, ou le FOMO. Jusqu'à présent, le FOMO était une étape normale dans une carrière passée ses 45 ans. Le jour où vous vous retrouviez avec l'étiquette senior et compreniez que si vous n'avez pas de compétences à la mode et un réseau professionnel entretenu, trouver un nouveau job allait devenir de plus en plus compliqué. Surtout que les « ça fait 20 ans que je fais comme ça » et les « mon expérience parle d'elle-même » ne vous protègent plus comme avant. Aujourd'hui, peu importe votre âge, votre ancienneté, votre CV, votre emploi à la poste ou le prestige de votre école, désormais, l'inquiétude de se retrouver dépassé n'épargne personne. Et pour rester dans l'optimisme, ce FOMO transforme chaque nouveauté du monde du travail en menace et toute personne de votre boîte plus agile et plus curieuse que vous en rival potentiel. Sans bien sûr oublier que cette inquiétude d'être obsolète sape notre confiance en nous, délite notre rapport au travail et nous fait douter de notre propre capacité à faire face à l'avenir. Ça s'appelle l'auto-efficacité au passage, ou self-efficacy en anglais. Qui aurait cru que le vrai défi professionnel du XXIe siècle ne serait pas seulement de progresser dans notre expertise, mais aussi de rester pertinent face à notre risque d'obsolescence? Mais attention, même si tout le monde en parle en ce moment, et que j'ai débuté cette vidéo, c'est vrai, avec ce sujet pour garder votre intérêt, l'obsolescence ne se résume pas au fait d'être remplacé par une IA ou une automatisation. Ce n'est pas à cause de l'IA si vous n'entendez plus parler de Nicolas Perrac ou de Foursquare. Il y a 5 grandes catégories de risques d'obsolescence. Votre secteur professionnel et votre carrière, votre métier et vos compétences, votre emploi et ses activités, votre réseau et votre visibilité, et enfin, votre capitalisation et capacité de transmission. Je vais maintenant vous donner les indicateurs d'obsolescence de chaque risque pour vous aider à vérifier s'il vous concerne avant de vous donner, comme promis, une action pour rester pertinente face à chacun de ces risques. Commençons avec le premier risque d'obsolescence qui dépend de votre secteur professionnel et de votre carrière et qui comprend 4 indicateurs. Tout d'abord,
le suivi des tendances. Quand les technologies et les attentes clients changent, mais que vous ne faites que maintenir à jour un outil interne que votre entreprise est la dernière à utiliser ou croyez encore à la ménagère de 50 ans, vous n'êtes pas en danger, vous êtes en sursis. Quand les tendances bougent, le business suit. Fusion, acquisition, externalisation, dépôt de bilan ou simple changement de business model comme le passage à l'abonnement et à la vente croisée dans le conseil. Et si vous ne savez pas ce qu'est le business model de la vente croisée, laissez-moi vous présenter ma série de jeux de cartes à destination des coachs, des consultants en innovation et des consultants en RH, ainsi qu'évidemment des innovateurs en entreprise, dont vous trouverez le lien vers la boutique en description. Pour revenir aux signaux économiques, ce ne sont pas des news intéressantes, ce sont des déplacements de valeur que vous devez suivre et comprendre. Le bon réflexe ici n'est pas de baisser la tête en pensant qu'ils vous épargneront, mais de savoir comment les utiliser avant que le troisième indicateur, le marché de l'emploi, ne vous laisse sur place. Et le meilleur moyen pour ça est de vérifier régulièrement que les offres d'emploi concernant votre emploi et votre secteur reflète toujours les activités que vous occupez aujourd'hui, car vous êtes en danger si les offres d'emploi sur LinkedIn mettent en avant des compétences que vous ne possédez pas, comme par exemple data literacy pour les ressources humaines. Et là, quand Louise regarde les dernières offres d'emploi de son secteur, elle réalise qu'on y demande des compétences en automatisation de campagne, en analyse de données et en SEA. Mais qu'est-ce que c'est le SEA ? D'un seul coup, son plan de carrière ressemble beaucoup plus à une impasse qu'à une trajectoire. Et nous arrivons naturellement au quatrième indicateur du premier facteur de risque d'obsolescence, votre carrière. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux salariés de plus de 45 ans, donc mes clients. En 2024, 40% des salariés en France occupaient le même poste depuis 10 ans ou plus. Et cette proportion grimpe à 66% chez les 50 ans et plus. Dit autrement, 2 seniors sur 3 sont très, voire peut-être trop, bien installés dans leur emploi. Et là où les risques d'obsolescence arrivent est que, alors que leur carrière s'allonge, seulement 35% des 55-64 ans ont suivi au moins une formation dans l'année, contre 57% pour les 18-44 ans. Et attendez, ce n'est pas fini, parce que si en France, un adulte sur 6 est aidant, entre parents qui gâtouillent et enfants qui prolongent leurs études, la part grimpe autour d'1 sur 4 entre 55 et 64 ans, ce qui pèse sur sa disponibilité bien sûr, mais aussi son énergie, ce qui peut rendre tentant de laisser son ancienneté se transformer en immobilité. Et là, c'est le drame. Alors, relions les points. Si vous découvrez les tendances de votre marché sur la chaîne Histoire, si votre chef d'entreprise pense que l'IA est une bulle, bon, il a peut-être raison, mais méfions-nous quand même. Que les offres qui décrivent votre emploi utilisent des mots techniques que vous ne connaissez pas et que vous êtes dans un plan de carrière linéaire dans lequel vous n'avez pas reçu de formation depuis au moins 3 ans, il va falloir sans doute que vous réagissiez rapidement et que vous passiez du plan de carrière au capital d'option. Passer du plan de carrière au capital d'option permet de multiplier les portes ouvertes quand le contexte change, plutôt que de suivre une trajectoire figée qui pourrait vous mener nulle part. Un plan de carrière, c'est une ligne droite qui va souvent vers le haut et qui doit vous emmener vers un endroit que vous ne connaissez pas encore, avec le risque que cet endroit soit périmé ou qu'il change en cours de route. Un capital d'option, c'est plutôt un trousseau de clés qui va permettre d'ouvrir plusieurs portes, ou si vous préférez l'analogie, un GPS qui se met à jour sans arrêt. Et dans un environnement où la sécurité de l'emploi ne dépend pas automatiquement de votre patience d'avoir fait la même chose pendant 5 ans, cette sécurité dépend désormais de l'optionnalité de votre portefeuille de compétences. C'est-à-dire que votre sécurité ne vient pas d'un poste ou d'un diplôme, mais du nombre de chemins crédibles que vos compétences vous ouvrent à tout moment, et de votre capacité à activer l'un d'eux rapidement quand le contexte bouge. C'est ce qu'a compris Louise. Au lieu d'attendre ses 2 années d'ancienneté et son tour pour évoluer, elle a commencé à bâtir un portefeuille d'options. Donc, elle a repris contact avec l'ancienne collègue qui travaille dans l'expérience client, elle s'est inscrite à un webinaire sur le marketing automation et elle a repéré 3 projets internes où elle pourrait expérimenter. Un plan de carrière qui n'a qu'une seule voie vous expose à la standardisation, tandis qu'un portefeuille d'options vous rend maniable car il s'appuie sur plusieurs formes d'évolution possibles et pas seulement linéaire et verticale. Vous pourriez par exemple avoir une carrière en Y en valorisant votre expertise et pas en cherchant absolument à devenir manager, comme à Bouygues Télécom qui a lancé une filière expertise qui reconnaît et rémunère la progression technique sans obliger à devenir manager.
Vous pourriez aussi avoir une carrière hybride en X, dans laquelle vous combinez une expertise et un rôle de leadership, comme par exemple le rôle de référent technique chez Airbus, qui cumule un rôle de leadership avec une autorité d'expertise. Et quitte à être dans les lettres de l'alphabet, et pour une fois qu'on ne parle pas des générations, vous pouvez également mener une carrière en Z grâce à des mobilités latérales pour obtenir des compétences variées et développer une vision élargie du business, comme notamment à Saint-Gobain qui pousse la mobilité intermétier, interfiliale et internationale avec des trajectoires qui font changer de marque, de pays ou de fonction. Pour développer ce capital d'options et pour rester imperméable à l'obsolescence, vous avez besoin des 3 P. Des personnes, des preuves et des pistes. Pour les personnes, il ne s'agit pas uniquement de quelqu'un pris au hasard dans votre réseau. Il s'agira de personnes que vous avez identifiées, qui sont celles qui sont sans doute les plus curieuses et qui sont celles qui voient arriver les changements avant tout le monde, en tout cas avant vous, et qui peuvent vous indiquer quelles sont les transformations et les changements qui arrivent. Les preuves, ce sont des actifs réutilisables que vous avez créés et qui parlent quand vous n'êtes pas là. Ça peut être un post LinkedIn, ça peut être un mémo, ça peut être un outil en PDF ou un bouquin. Nous allons en reparler par la suite. Et pour les pistes, ce sont les expérimentations que vous menez régulièrement pour déterminer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, pour réduire l'incertitude sur un outil ou sur une méthode. C'est cette trilogie personne, preuve et piste qui vous évitera de vous retrouver dans un cul-de-sac le jour où le contexte jouera en votre défaveur. Mais attention, restez encore un peu avec moi parce que pour développer les 3 P, vous allez avoir besoin d'une capacité primordiale dont je vais vous parler après avoir détaillé la seconde catégorie de risque d'obsolescence, celle qui concerne votre métier et vos compétences. La catégorie comprend elle aussi 4 indicateurs à surveiller. Alors pour être dans l'actualité, le premier indicateur concerne les possibilités d'automatisation de votre emploi. Pour le savoir, la règle est très simple. Ce qui est répétitif et prévisible est potentiellement automatisable. Concrètement, si plus de 30% de votre semaine ressemble à un copier-coller de la semaine dernière ou de la semaine d'avant avec juste un peu de jugement de votre part, vous êtes en ligne de mire. Donc posez-vous la question avant qu'un financier ne la pose pour vous, quelle est la part d'effort que vous pouvez standardiser ou modéliser? Le second indicateur de ce risque d'obsolescence est la fréquence et la justesse de vos formations. Je vous rappelle que dans le monde du travail, vous ne stagnez pas. Soit vous évoluez, soit vous vous mettez en danger. Mais attention, la quantité de formation reçue ne sert à rien si vous vous formez à développer une compétence qui sera bientôt obsolète. Règle de base du peintre, ne pas se tromper de mur sur lesquels on pose son échelle. Et c'est exactement le dilemme de Louise. Son entreprise lui propose une formation interne, mais sur la rédaction de newsletters standardisées, au lieu de newsletters hybrides et ciblés. Donc elle sent son inquiétude monter. Doit-elle accepter et perdre du temps, ou investir son énergie dans une compétence plus durable qui corresponde à ce qui arrive, plutôt qu'à ce qui décline? Je ne vais pas développer davantage, mais plutôt vous inviter à aller voir la dernière vidéo dans laquelle je vous parle des 3 niveaux d'obsolescence des compétences. Le troisième indicateur d'obsolescence, qui suit logiquement la fréquence et la justesse de vos formations, est l'adaptabilité et la transférabilité de vos compétences. Et là, contre-pied, je vais être optimiste pendant quelques secondes. Si vous pouvez clarifier une demande floue, concevoir une expérience pour tester une hypothèse, expliquer un résultat à quelqu'un qui n'a pas votre culture métier ou négocier un compromis entre risque et délai, eh bien on peut dire que vos capacités sont adaptables et transférables. Bon, par contre, il restera un dernier indicateur à surveiller qui est la structure démographique de votre équipe. Parce que si vous êtes le dernier quinquat de l'équipe, cela peut signaler un métier en fin de cycle ou que vous êtes encore là parce qu'il faut quelqu'un qui sache faire fonctionner une ancienne techno pour le dernier client qui l'utilise encore. L'opposé est tout aussi inquiétant parce que si vous êtes dans un environnement dans lequel il n'y a que des juniors et 0 mentor, cela peut indiquer que le travail s'est standardisé ou automatisé et que la valeur s'est déplacée ailleurs. Rappelez-vous ou apprenez que la pyramide des âges n'est pas un jugement, c'est un tableau de bord qui vous montre où va la pratique et pas où elle était. Maintenant, relions les points. Si plus de 30% de votre job est du copier-coller, que les formations que vous suivez, si vous en avez, ne font que vous enfoncer dans la même expertise qui n'est même pas sûre de passer l'hiver, et que la pyramide des âges de votre équipe en fait plutôt une usine à stagiaires, la valeur s'est déjà déplacée. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de passer de l'inquiétude à la curiosité.
La raison pour laquelle je vous conseille de passer de l'inquiétude à la curiosité est très simple. L'avenir appartient aux personnes curieuses qui ne perdent pas de temps à se demander combien de temps il leur reste avant que leur expertise devienne inutile sans rien faire. Elles se renseignent, elles apprennent, elles se connectent aux autres, elles créent, elles expérimentent et elles savent poser les bonnes questions. En plus, la curiosité ne périme jamais et se développe à tout âge. Donc, commencez par vous demander ce qui a changé cette année dans votre emploi ou votre métier. Et est-ce qu'il y a des activités automatisables? Ce n'est pas pour vous inquiéter, c'est pour vous préparer. N'oubliez pas que contrairement à une machine, vous n'êtes pas né pour devenir obsolète par une mise à jour. Sauf si, bien sûr, vous restez sur vos acquis et n'êtes pas curieux d'en savoir davantage. Mais attention, être curieux demande de la discipline et de l'organisation. Vous pouvez par exemple commencer par utiliser Exploding Topics ou Trendly pour identifier les tendances liées à votre activité. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr Google Alerts pour créer des alertes sur quelques mots-clés qui sont liés toujours à votre activité et rester connecté aux changements. Plus classique, mais vous l'avez sans doute déjà fait, n'est-ce pas? C'est d'identifier les experts de votre domaine sur LinkedIn et de les suivre. Et bien sûr, je n'oublie pas les newsletters qui vivent une véritable renaissance en ce moment, que ce soit via LinkedIn ou alors via les blogs que vous suivez, parce qu'il y a toujours des blogs de grande qualité, ou alors des magazines auxquels vous êtes abonné, comme par exemple Data News pour la tech, ou Harvard Business Review, en anglais évidemment, pas en français, soyons sérieux, pour les RH et l'innovation. C'est ici que plutôt que d'attendre que son entreprise choisisse pour elle, que Louise va prendre les devants. Elle va s'abonner à 3 newsletters spécialisés, créer une alerte Google sur le marketing automation et suivre Magnetic Way sur YouTube et sur LinkedIn. Et chaque semaine, elle bloque 1 heure pour explorer ses contenus. Alors bien sûr, ce n'est qu'un petit rituel, mais ça lui redonne le sentiment d'avancer, non pas par peur, mais par curiosité. Et bien sûr, les podcasts et les vidéos YouTube que vous pouvez écouter ou regarder en mobilité pour transformer un temps mort en embouteillage dans le train ou lors d'un run en séance de micro-learning. Et enfin, je n'oublie pas le plus évident, les livres, physiques ou numériques, peu importe, chacun sa préférence. Vous devez être au courant des sorties de livres qui touchent à votre activité, publiés en français cette fois-ci on peut, ou en anglais. Comme le disait Henry Truman, tous les lecteurs ne sont pas des leaders, mais tous les leaders sont des lecteurs. Mais ce n'est pas fini. Même si les 3 P et la curiosité sont les fondations de votre anti-obsolescence, nous devons maintenant passer à la 3e catégorie d'obsolescence, celle qui est liée à votre rôle et à vos activités. Cette catégorie a 3 indicateurs. Le premier est de ne pas avoir d'impact décisionnel. Pour le savoir, la question à se poser est facile. Avez-vous récemment aidé un manager ou un client à prendre une décision grâce à votre activité? Parce que si vos livrables informent, mais ne servent pas à prendre une décision, vous pouvez être inquiet. Je vous rappelle, ou je vous apprends, que l'on ne rémunère plus au volume d'informations produites, mais au choix que vos informations rendent possible. Et oui, je vise ceux qui font encore des rapports au kilo encouragés par ChatGPT. Le second indicateur est votre position dans la chaîne de valeur. Plus vous êtes proche de la source de revenus, de la correction du problème ou de l'évitement d'un risque, plus vous êtes protégé. Et plus vous êtes loin, plus vous risquez d'être un centre de coûts standardisable, donc externalisable. C'est toute la différence entre un community manager qui fait de beaux carousels et un responsable CRM qui fait passer la réactivation client de 4 à 7%. C'est toute la différence entre un RH qui résout des problèmes de paye d'un RH qui trouve les compétences nécessaires à développer l'activité de son entreprise alors que ses concurrents n'y arrivent pas. Et le dernier indicateur est votre ratio maintenance sur création, c'est-à-dire quelle est la part de votre semaine consacrée au reporting et aux corrections plutôt qu'à la proposition de nouvelles solutions, à la résolution de problèmes ou à la conception de nouvelles offres ou méthodes? Est-ce équilibré ou est-ce que le plateau de la balance penche plutôt sur la maintenance? Et là, vous avez l'habitude, c'est le moment de relier les points. Si vous ne pouvez pas tracer le résultat de votre travail à une décision, que vous n'avez aucune idée de la valeur que vous créez chaque jour ou que vous maintenez plutôt les choses en place que vous n'en créez de nouvelles, eh bien développer votre antifragilité va être plus complexe que de savoir qui sont les personnes, les preuves et les pistes dont vous avez besoin. Parce que là, ce dont vous avez besoin avant tout, c'est de changer d'état d'esprit. Ou pour faire plus court, de mindset et passer de la captation de valeur à la création de valeur. En parlant du passage de captation de valeur à la création de valeur, je peux dire en parcourant n'importe quel CV que quelqu'un est sur la pente de l'obsolescence.
Il suffit de voir la façon dont les expériences sont présentées. Si le ou la candidate ne présente que les tâches effectuées dans une liste à puces et pas la valeur apportée dans le cadre de son emploi, comme le font beaucoup de Français qui n'ont jamais travaillé à l'étranger, dans ce cas, vous ne valez pas mieux qu'une baratte à beurre, car vous donnez vos caractéristiques et pas vos avantages. En résumé, vous annoncez aux employeurs potentiels que vous êtes un candidat qui cherche un emploi et qui deviendra un salarié attentiste persuadé que son expertise ou son ancienneté lui donnera droit à sa place dans l'organigramme. Spoiler, vous allez être surpris. Et c'est ce que réalise Louise en retravaillant son CV et son profil LinkedIn. On ne sait jamais. Elle arrête d'aligner les tâches du type rédaction de newsletter ou gestion de campagne pour mettre en avant ce qu'elle a vraiment généré, comme par exemple plus 18% d'ouverture de mail grâce à une segmentation d'audience. En clair, elle ne décrit plus ce qu'elle fait, mais la valeur qu'elle crée. Aujourd'hui, votre valeur ne tient plus à la longueur de votre CV, ni au nombre d'années affichées sur votre profil LinkedIn. Ce qui fait la différence, c'est votre capacité à initier, à connecter, à résoudre et à oser. C'est-à-dire de sortir du rang des exécutants interchangeables pour être un professionnel apporteur de valeur. Pour faire court, n'attendez pas que l'on vienne vous demander de faire un truc comme si vous étiez un chat GPT qui respire. Soyez celui ou celle qui amène l'idée neuve sur la table, qui lance le test, qui connecte deux mondes qui ne se parlaient pas hier et qui répond « on essaye » plutôt que « ça ne marchera jamais » ou qui lance un « bon, je vous suis sans hésiter » plutôt qu'un « pourquoi moi ?» Et pour cela, vous allez devoir prendre l'habitude de vous demander quelle valeur avez-vous apporté à votre client ou à votre entreprise cette semaine ? Et cette valeur n'est pas forcément financière. Vous avez peut-être résolu un problème ou apporté une idée qui a fait avancer un projet. Ça compte. Et si vous n'avez pas la réponse, c'est un signal. Pour passer de la captation de valeur à la création de valeur, en 4 mots, attendez moins, proposez plus. Ce n'est pas votre ancienneté qui vous protège, c'est l'impact concret que vous avez sur les défis de votre organisation. Et là, l'IA, aussi spectaculaire soit-elle, n'a pas encore le réflexe du « tiens ». Et si on tentait un truc ? Et c'est là que l'on peut dire que si vous êtes reconnu comme la personne qui voit un petit peu plus loin que les limites de son CV et qui propose toujours de nouvelles idées à tester, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce n'est pas fini, car nous arrivons à la 4e catégorie de risque d'obsolescence, la qualité de votre réseau et votre visibilité. Cette catégorie comprend 3 indicateurs qui sont souvent oubliés, à commencer par la diversité de votre réseau. Si personne hors de votre service ne vous a sollicité ce mois-ci, il semblerait que votre réseau ressemble davantage à un miroir qu'à un tremplin. Certes, un réseau homogène rassure, mais il y a quand même des chances qu'il ne vous apporte ni angle nouveau, ni relais si jamais votre entreprise bouge sans vous. Vient ensuite votre présence numérique professionnelle, sachant que si vous et le résultat de votre travail ne sont pas visibles, vous faites face au même danger d'invisibilité qui pendant le Covid a touché les salariés qui travaillaient à distance et qui en plus faisaient du bon travail. C'est-à-dire que ces personnes demandaient moins d'interaction avec leur manager. Résultat, 42% des managers admettaient à l'époque avoir négligé ces bons éléments. Je ne vous dis pas de devenir influenceur, mais d'être repérable par vos clients ou votre hiérarchie en partageant votre avis, vos résultats, vos productions et bien sûr relayer les infos de votre boîte et pas seulement d'être performant et utile. Et en parlant d'utilité, nous arrivons au 3e indicateur, les demandes entrantes pour votre avis. Si personne ne vous consulte, soit votre avis ne compte pas, soit personne ne sait que vous avez un avis. En tout cas, le résultat est là, vous n'êtes pas visible. Pourtant, une étude du MIT montre que votre avenir professionnel dépend des connexions qui dépassent votre cercle immédiat. Ce sont les liens faibles qui ouvrent davantage d'opportunités d'emploi que les liens forts. Autrement dit, votre capacité à être sollicité par des connaissances périphériques est un bon thermomètre de votre pertinence. Et maintenant, relions les points, si vous n'êtes en contact qu'avec des collègues de votre entreprise ou les élèves de votre école, que personne ne vous demande jamais en contact sur LinkedIn ou que l'on ne vous sollicite jamais pour un avis, un conseil ou un coup de main, vous n'avez aucune réputation ou marque personnelle. Ici, votre risque d'obsolescence n'est pas théorique, il est déjà en marche. Et il serait urgent de passer du réseau de clones au réseau composite. Pour expliquer le passage du réseau de clones au réseau composite, je peux déjà ouvrir une porte grande ouverte. Un réseau de gens comme soi, c'est confortable, parce qu'on partage les mêmes acronymes, on fait les mêmes blagues, on a la même culture. Sauf qu'un réseau n'est pas un selfie. Un réseau devrait être un prisme qui décompose votre angle mort, qui vous met en prise directe avec d'autres façons de faire et de voir, et vous ouvre des portes
quand la vôtre se referme. Je vous rappelle que la qualité de vos décisions dépend de la diversité des gens qui les nourrissent. Un juriste ne verra pas la présence d'alcool sur un lieu de travail pour un pot de départ comme le verra un responsable commercial. Un responsable commercial ne lira pas un tableau comme le ferait un data analyst, et un data analyst de 25 ans n'expliquera pas un chiffre comme le ferait un caca qui en a vu d'autres et qui ferait une blague de 1983 sur les rondeurs de Lulu. Mélangez ces perspectives et vos choix deviennent plus rapides, plus robustes, plus ancrés dans la réalité, ou alors devenez président des États-Unis. Alors j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais si vous avez plus de 40 ans, vous devez vous intéresser à ce que font les personnes de votre secteur qui sont plus jeunes et moins expérimentées que vous. Bien sûr, je suis le premier à me marrer quand une influenceuse de 25 ans en fait des tartines sur son expérience d'1 an en visa vacances-travail en Australie pour aller ramasser des fraises. Est-ce que l'Australie, ça vous a failli ? Bah ouais, ça nous change clairement de nos lundis matins dans le métro à côté des gens qui puent. Alors ouais, pour notre génération qui veut vraiment sortir des sentiers battus, je pense que l'Australie, ça peut être une super belle parenthèse, voire le commencement d'une nouvelle vie. Alors que j'ai créé plusieurs entreprises. Pourtant, je suis jaloux parce que cette personne a une communauté de plusieurs milliers de personnes actives avec lesquelles elle a des conversations dans ses commentaires, alors que le cimetière de Bagnolet est plus vivant que la section commentaires de mes vidéos. Et pour développer un réseau interculturel, interprofessionnel et intergénérationnel sans avoir une tachycardie en prenant 10 cafés par jour avec des inconnus, commencez par sortir de votre bureau avec une question ou un problème à résoudre. Et non, ne demandez pas une solution toute faite à une IA générative. Vous cherchez une conversation, pas un copier-coller qui prouvera une fois pour toutes votre obsolescence consommée. Pas de pitch, juste une question pour en trouver la réponse avec des personnes qui n'appartiennent pas à votre réseau direct. Les fameux liens faibles. Vous pouvez aussi demander à un expert qui a écrit un livre sur le sujet, il vous répondra sûrement. Vous pouvez aussi contacter des personnes d'un autre pays pour demander comment est-ce qu'ils ont répondu à votre question dans leur activité, dans leur pays. Et c'est ce que va décider de faire Louise. Jusqu'ici, son réseau ressemblait à une réunion Tupperware. Des collègues du marketing, des anciens camarades d'école de commerce et quelques contacts qu'elle avait rencontrés lors de salons. Elle réalise que si elle veut progresser, elle doit élargir son horizon. Alors elle contacte une data analyst de 25 ans pour comprendre comment on utilise l'IA dans les campagnes. Elle échange avec un juriste de son entreprise pour déceler les contraintes GRPD qui sont en train d'arriver, les nouvelles, et participe à un webinaire animé par un expert CRM qui est basé en Espagne. 3 conversations, 3 angles différents qui vont lui donner bien plus d'idées qu'un mois passé entre marketeurs. Et une fois que vous avez un début de réponse, partagez-la pour demander l'avis de votre réseau, ce qui vous permettra de vous faire un avis entre ceux qui se contenteront de liker, de commenter ou de s'en battre les steaks, ça arrive aussi souvent. Et en faisant cela, donc en cherchant une réponse à une question que vous vous posez en dehors de votre silo, vous allez développer votre pertinence. Parce que celle-ci ne va plus dépendre d'une seule salle, d'un seul service ou d'une seule génération. Vous allez devenir une passerelle entre plusieurs mondes. Et en plus, vous aurez fait un premier pas pour vous protéger du dernier risque d'obsolescence, votre capitalisation et transmission. La capitalisation et transmission concernent ceux qui continuent d'agir quand vous n'êtes pas là et comprend 3 indicateurs. Le premier indicateur sont les ressources réutilisables que vous avez partagées, parce que si vous ne partagez rien, eh bien votre valeur s'arrête à la porte de votre bureau ou de votre atelier. Ces ressources sont des objets ou des pratiques concrètes que d'autres peuvent reprendre sans vous appeler. Mettez votre nom quand même dessus. Ça peut être évidemment une truelle, une feuille de route, une checklist, un guide, une template ou un prompt qui simplifie un travail rébarbatif. Le second indicateur est votre cadence d'apprentissage actif. Car si vous n'avez aucun créneau au minimum mensuel pour mener des expérimentations, vous avez raison de vous intéresser au FOBO. Vous n'avez pas besoin d'un MBA de l'INSEAD à 130 000 €. Il vous faut simplement un rythme et un rituel pour apprendre une nouvelle information et produire un micro-actif qui peut être une règle à garder, une erreur à éviter ou une mini-trame à partager. Petite idée en passant, vous pourriez par exemple tenir un journal dans lequel vous notez « j'ai essayé aujourd'hui, j'ai arrêté, j'ai changé ou j'ai standardisé ». Et le dernier levier est la mobilité géographique et linguistique. Si vous ne pouvez pas travailler à distance, bouger ni collaborer en anglais, vos options rétrécissent. Bien sûr, il ne s'agit pas de devenir polyglotte ou digital nomade. Il s'agit simplement d'assurer le minimum viable, comme conduire une réunion en visio avec le son ou lire un article professionnel en anglais. Relions les points. Si vous avez un réseau professionnel développé,
Mais ne faites que partager des photos de vous devant votre Mac avec une tasse de matcha, plutôt que de produire et partager des choses qui peuvent être utiles aux autres, et que vous ne menez pas non plus d'expérimentation régulière pour acquérir de nouvelles techniques, compétences ou maîtriser de nouveaux outils, le tout sans vous intéresser à ce qu'il se passe en dehors de votre langue ou de votre zone géographique. Là, il est vraiment temps que vous ayez une réflexion pour passer de la marque personnelle à l'empreinte professionnelle. Pour passer de la marque personnelle à l'empreinte professionnelle, il faut déjà comprendre quoi et quoi. Parce que la marque personnelle, finalement, c'est ce que vous montrez de vous. C'est votre image, c'est le ton que vous utilisez, c'est vos opinions, c'est votre présence, ce sont toutes les communications que vous pouvez faire sur LinkedIn ou ailleurs. C'est tout ce qui peut être utile pour être repéré, reconnu et que l'on ait une image de vous sans vous connaître. Maintenant, la question qui va nous emmener à l'empreinte professionnelle, c'est qu'est-ce qu'il reste de vous quand vous êtes en vacances? Et c'est là où nous arrivons à l'empreinte professionnelle. Ce sont des choses que vous avez produites, créées, inventées et que les autres utilisent sans vous. Outils, trames, mode opératoire ou méthode. Tout ce qui est en tout cas plus utile qu'un post sympa sur LinkedIn. Pour résumer, la marque personnelle est un magazine, l'empreinte professionnelle est un magasin. La marque personnelle attire l'attention, l'empreinte professionnelle déclenche l'action. Et à votre avis, laquelle est plus utile pour se défendre contre l'obsolescence? C'est ce qu'a compris Thomas Dorinek de SAP SuccessFactors en produisant le podcast HR Pulse sur la diversité, le télétravail, la productivité et le bien-être au travail. Pas du personal branding, mais de vraies conversations avec des professionnels du métier. Et c'est aussi ce qu'a compris Naomi Kempf avec sa newsletter The Storyline, qui démonte les stratégies de marque pour que les lecteurs les réutilisent. Ce n'est pas du personal branding, mais de vrais outils, de vraies analyses que l'on peut appliquer dès son retour au bureau. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire en vous partageant ces vidéos ou en vous donnant des outils gratuits mais utiles, comme la façon d'organiser un brain trust comme Pixar dans mon blog, si vous connaissez mon blog. Vous pouvez aussi développer votre empreinte en passant du post éphémère à la ressource réutilisable. Il vous suffit de choisir un travail récent qui a bien marché et de le convertir en format prêt à copier. Mettez-le dans un dossier partagé accessible à votre équipe ou à vos clients et précisez quand et comment l'utiliser. Et c'est exactement ce que va décider de faire Louise. Jusqu'ici, son personal branding se limitait à poster des photos d'événements et des réflexions sur LinkedIn traduites de consultants américains. Quelques likes, mais pas beaucoup de souvenirs. Finalement, elle va reprendre une méthodologie qu'elle a utilisée pour simplifier le lancement d'une campagne et la transformer en feuille de route détaillée. Elle va la mettre ensuite dans un dossier partagé avec son équipe et expliquer dans un petit dossier texte comment et quand l'utiliser. D'ailleurs, une semaine plus tard, un collègue va lui dire qu'il a utilisé son modèle et grâce à celui-ci, il a gagné du temps. Donc ce jour-là, Louise, elle a commencé à comprendre qu'elle n'a pas seulement une marque, mais qu'elle commence à bâtir une empreinte. J'espère que vous êtes encore là parce que ça va être la vidéo la plus longue que j'ai jamais postée, mais tout arrive. Enfin, la conclusion de cette vidéo sur le FOBO. La FOBO, le FOBO. L'obsolescence n'est pas un destin, c'est juste un signal. Il ne s'agit pas de tout maîtriser, ni de courir derrière chaque nouveauté comme un hamster sous Red Bull, mais d'installer le réflexe d'avancer, de questionner, de tester, de vous planter en souriant et de partager votre travail pour qu'il soit réutilisé. La clé, ce n'est pas de rester le meilleur sur le papier ou de garder vos petits secrets. C'est de rester vivant dans votre métier et unique dans votre façon de l'habiter. Vous avez entre les mains le pouvoir d'apprendre, de pivoter et de réinventer votre utilité. Vous n'êtes pas un poste, vous n'êtes pas une case, vous n'êtes pas une compétence, vous n'êtes pas une expertise. Vous êtes un potentiel évolutif, vous êtes une source d'idées. Vous êtes une personne qui peut résoudre des problèmes ou peut-être même révéler le talent des autres si vous êtes en position de le faire. Alors, gardez votre curiosité affûtée, entretenez vos compétences et partagez ce que vous apprenez. Et surtout, n'attendez pas que la vague vous emporte pour commencer à apprendre à nager. Sur ce, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'obsolescence des compétences, vous pouvez aller la voir par ici. Et en attendant, je vous laisse, je vais repasser mes lacets.